Nous allons répondre à la question: est-ce qu'un VPN en 2025 nous rend vraiment anonymes? Et en moins d'une petite dizaine de minutes, vous allez comprendre dans cette vidéo de façon claire et très précise comment ça fonctionne. Est-ce que ça nous protège vraiment? Si oui, de quoi ça nous protège vraiment? Est-ce que c'est réellement notre anonymat qui est protégé ou c'est plus notre sécurité en ligne? On en a tous entendu parler, surtout sur YouTube. Il y a une énorme campagne massive de marketing de NordVPN, notamment pour ne pas le citer. Donc en fait, un VPN, vous connaissez tous aujourd'hui ce que c'est. Ce qu'on appelle un Virtual Private Network, donc ce qui se traduit en français en réseau privé virtuel. Concrètement, ça vous permet d'avoir une connexion sécurisée, pour faire très simple. On va expliquer tout ce schéma un peu technique en fait assez rapidement. Donc vous allez le voir un petit peu avec les visuels que je vais pouvoir vous proposer. Donc oui, on va avoir beaucoup d'acteurs, hein, vous les connaissez tous. Vous avez aussi CyberGhost, vous avez aussi ProtonVPN qui est très très connu et qui prend, on va dire, en valeur sur le marché aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe en Amérique, parce que c'est la version un peu suisse. Donc voilà, ça va être très très intéressant et vous allez aussi comprendre pourquoi la souveraineté d'un VPN est très très importante, notamment pour les gens qui vivent en France et qui sont français. Alors je vous ai fait un petit schéma. Alors c'est un schéma que j'ai fait maison, ça change vraiment des schémas qui sont déjà préfaits, qu'on trouve en ligne, mais j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment ça marche. On sait tous que c'est un VPN, on sait tous que ça chiffre nos données, que c'est magique, hein. Dans toutes les vidéos on nous vend vraiment le VPN comme l'outil parfait, que tout le monde doit utiliser, on en a tous a priori besoin, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. En réalité, le VPN, il va vous protéger avant tout de votre FAI, de votre fournisseur d'accès à Internet. Donc, on va prendre un cas pratique. Vous êtes ici aujourd'hui en bleu. Vous avez une IP publique. Cette IP publique est fournie par votre FAI. Quand vous n'utilisez pas de VPN, on va prendre le circuit rouge. En l'occurrence, vous allez avoir une requête qui va passer par votre FAI, donc votre flux de données par le FAI. Votre FAI va vous attribuer une adresse IP, hein, c'est à peu près voilà l'adresse IP publique, hein, c'est celle-ci. Donc vous avez ce flux de données et ensuite vous allez directement envoyer des requêtes au serveur. En l'occurrence, on peut prendre l'exemple du serveur 1, du serveur 2, donc requête Google, requête YouTube. Vous, requête FAI, FAI serveur, serveur FAI et ça revient. Là, on voit que dans ce cas présent, c'est le cas de pratiquement 100% des Français, en tout cas 100% des Français qui n'utilisent pas de VPN, en tout cas de la partie qui ne l'utilise pas. Et le problème, c'est que aujourd'hui, c'est un fait réel. Le flux réseau qui sort de votre box internet, de votre habitation, qui passe par la fibre par exemple, n'est pas chiffré. Le seul chiffrement que vous allez pouvoir obtenir, c'est le plus connu, c'est les chiffrements HTTPS, c'est les chiffrements qu'on va avoir sur certaines applications qui sont en TLS, en SSL, en AES. Voilà, tous ces protocoles de chiffrement, on en entend souvent parler, on ne sait pas trop ce que c'est. À part le flux à part ce flux-là qui rentre un peu dans ces formats de protocoles qui sont chiffrés, notamment le HTTPS, à part ça, vos flux de données sortent en brut de votre box et donc par le biais de votre box, hein, à l'extérieur par les câbles de fibre. Et ça, il faut le savoir. Ça veut dire qu'une entreprise privée qui aurait des accès, ou surtout la plupart du temps c'est plutôt le cas d'un gouvernement, qui aurait des boîtes noires, des mouchards entre guillemets, en tout cas la possibilité par le biais des FAI de récupérer les informations, va récupérer globalement pratiquement toutes les informations de votre box brute, va pouvoir les exploiter, hormis forcément quelques requêtes, notamment les requêtes HTTPS qui sont les plus connues et les plus présentes, hein, surtout sur des requêtes web, mais même sur d'autres requêtes qui ne seraient pas chiffrées. Si c'est en clair, ça sortira en clair de votre box. Il faut vraiment le prendre en compte. Donc dans le cas contraire, si vous avez un VPN, on va prendre le circuit vert. C'est-à-dire, vous avez une IP publique qui vous est attribuée par votre FAI. Ça ne change pas. Vous avez une box, vous avez une IP publique, cette IP publique est attribuée par votre FAI. Donc ça ne bouge pas. Ensuite, avec votre IP publique, vous allez vous connecter à un serveur. Ce fameux serveur VPN. Donc quand on parle de serveur VPN, on parle réellement de transmettre la totalité de son flux réseau, ou une partie, on va le voir après. En tout cas, dans l'objectif, c'est la totalité de votre flux réseau va passer par un tunnel, d'où le mot tunnel VPN. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il faut le visualiser. Votre IP publique de votre FAI, par le biais de votre FAI, vous envoyez une requête pour obtenir, donc en fait, en réalité, ça va faire ça, hop, flux FAI, flux VPN. Concrètement, c'est ça, hein.
ok, pour que vous compreniez bien. Donc cette partie-là, en l'occurrence, n'a pas de chiffrement lié au VPN, hein, cette connexion-là. Mais une fois que vous êtes connecté au serveur VPN, tout ce qui va y rentrer et y sortir sera chiffré. Tout ce qui va passer à l'intérieur. Donc je le refais. Votre IP public, le serveur VPN. Entre les deux, votre FAI peut voir que vous utilisez, que vous tentez de vous connecter à ce serveur VPN. Parce que c'est le FAI qui va gérer cette authentification. Qui va dire, voilà, j'ai telle IP, je veux accéder à ce site-là. C'est comme si vous faisiez une recherche classique, en réalité. Hein, vous voyez, c'est un peu le même schéma. Sauf que nous, on va continuer derrière. En fait, quand on arrive sur le serveur 1 ici, par exemple, vous avez bien compris que là, aujourd'hui, on passe pas par le VPN. C'est le FAI qui gère le tout. Vous allez le voir juste en bas. En réalité, on va mettre un intermédiaire entre les deux. C'est vraiment, on parle réellement d'intermédiaire et d'encloisonnement de nos données, de notre flux de données. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que forcément, si dans un gouvernement spécifique, il y a du blocage de VPN, ils vont pouvoir le savoir, ils vont pouvoir le bloquer, ils vont pouvoir vous espionner peut-être plus en détail, vous cibler plus, en se disant, lui il utilise un VPN, c'est bizarre. Dans cette région, il y en a très peu. Il y a peut-être quelque chose à se cacher parce que c'est interdit. Donc ça, faut faire attention. Il y a des moyens plus ou moins pour se protéger, mais en règle générale, on va dire que c'est quand même assez inévitable, très compliqué de ne pas, que le FAI ne puisse pas avoir cette information-là. On parlera notamment de DNS et de DNS chiffrés protégés qui vous permettent entre guillemets de bypasser les DNS FAI qui peuvent blacklister en fait les serveurs VPN. Donc, on va avancer un petit peu. Vous êtes sur le serveur VPN. Donc là, la totalité de votre flux réseau, de tout ce que vous faites, passera sur le serveur VPN. Il va se décomposer, on va dire, pour schématiser, pour simplifier, en 3 parties. Alors en fait, il ne s'agit pas réellement de 3 serveurs. Vous allez avoir un serveur DNS, ça c'est vrai, il y a un serveur distinct, qui est un serveur DNS lié au VPN. Souvent, ils ont leur propre serveur DNS, qui sont plus sécurisés, qui utilisent des protocoles de chiffrement, on va le voir un petit peu plus en détail. Ensuite, vous allez avoir le serveur VPN. Donc le serveur qui va gérer réellement vos paquets, les flux de données, etc. Et vous allez avoir en corrélation, alors c'est pas réellement un serveur à part, ça dépend des infrastructures encore une fois, mais on l'a schématisé pour simplifier. Vous avez le serveur de chiffrement et d'authentification. En réalité, c'est souvent le serveur VPN qui fait aussi office de gestion du chiffrement, notamment pour la plupart en AES X 256 en AES tout court en fait en réalité hein, c'est plutôt AES 256 bits qui est la norme aujourd'hui et va aussi gérer l'authentification, clé privée, clé publique. Est-ce que lui a l'autorisation? Est-ce que lui peut se connecter avec plusieurs appareils en fonction des comptes? Voilà, souvent c'est assez relié. Et donc en réalité, pour suivre un peu notre trafic, la logique, pour avancer, et en fait notre totalité de notre flux réseau par le flux VPN, le serveur VPN qui se décompose en 3 serveurs, hein, pour faire très simple, on va dire en 2. Et ensuite, notre requête. Donc la finalité c'est ça, c'est on veut accéder pareil au serveur 1 ou au serveur 2, france.fr, github.com, et donc on passe réellement dans cet encloisonnement vert, chiffré, protégé et anonyme. Anonyme pourquoi? Anonyme dans le sens où oui, le FAI n'y aura pas accès. Le FAI ne peut pas le voir. Tout ce qui sort de ça est chiffré. La seule personne qui peut y avoir accès, c'est l'éditeur de VPN. Si l'éditeur de VPN communique avec un État, un gouvernement, une entreprise privée, dans ce cas-là, il pourrait potentiellement vous compromettre et donc compromettre cette forme d'anonymat qui est sur le premier plan techniquement vrai. Vous êtes anonyme, votre FAI ne peut pas le savoir, mais l'anonymat ne se composera pas que d'une adresse IP et on va le voir juste après dans la suite de cette vidéo. On va aussi enchaîner avec 3 points très importants sur les VPN. Que ça soit aujourd'hui à but simplement informatif, éducatif, ou que vous ayez envie de regarder cette vidéo pour mieux choisir votre VPN, il y a 3 points à prendre en compte. Dans un premier temps, un VPN qui prend en charge l'IPv6. Vous pourriez avoir un VPN qui ne prend pas en charge l'IPv6 et si vous utilisez de l'IPv6 chez vous, il y aura un risque forcément de fuite de données et donc un risque cyber. C'est assez rare et en général on déconseille d'utiliser l'IPv6 si on n'en a pas besoin, sauf dans des cas particuliers. Mais en règle générale, ce n'est pas activé. On ne l'active pas. On va commencer par le premier point, c'est le protocole. Les VPN, donc les Virtual Private Network, les réseaux privés virtuels, fonctionnent avec des protocoles. Il y a 2 choses pour choisir un VPN. Il y a le protocole open source, libre, connu. Le code est accessible, on peut savoir si réellement il y a une faille de sécurité, etc. Il est auditable ouvertement, gratuitement.
Et puis vous avez les protocoles propriétaires. Cela, moi, j'ai tendance à beaucoup plus m'en méfier. Pourquoi? Eh ben, le code n'est pas auditable, le code n'est pas connu la plupart du temps, on ne peut pas vérifier réellement comment ça fonctionne, et donc on ne peut pas non plus affirmer ou dénoncer un problème de sécurité, un problème d'abus de confidentialité de nos données. En l'occurrence, je vous ai mis des exemples. Les plus connus, le plus connu aujourd'hui, c'est OpenVPN. WireGuard est aussi très connu, mais un petit peu plus récent, se fait connaître de plus en plus, qui sont deux protocoles open source. Et vous avez ensuite NordLynx de NordVPN et Lightway de ExpressVPN. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais notamment NordVPN et ExpressVPN utilisent leur propre protocole VPN qui va permettre, comme je vous ai dit, le chiffrement, la gestion des comptes, la gestion du VPN, de l'accès VPN ou du routage VPN, gestion des IP, du DNS, etc. Et on m'appelle Monsieur Transition, on va parler aussi du DNS leak. Dans la protection et dans l'objectif de se protéger avec un VPN, on cherche aussi à protéger nos DNS. Les DNS concrètement vont permettre de faire la résolution entre une adresse IP et un nom de domaine par exemple. Pour faire très simple, je l'explique comme ça, c'est pas la meilleure façon, mais c'est la façon la plus simple et rapide. Vous avez une adresse IP 100.100.100. Pas valide, je dis ça vraiment pour simplifier. Cette adresse IP, finalement, elle est compliquée à retenir. Alors on décide de créer google.fr. La requête DNS va vraiment faire la corrélation entre une adresse IP et un nom de domaine. Globalement, c'est ça. Donc le risque, c'est d'avoir une fuite DNS, un problème. Alors on a différentes façons d'avoir des fuites DNS, notamment en utilisant des DNS FAI. Le risque des DNS de votre FAI, donc si vous n'utilisez pas de DNS modifié, DNS protégé, vous avez le FAI qui contrôle tout, qui peut blacklister, le FAI qui peut plus ou moins avoir accès à vos requêtes, en fonction de si c'est chiffré ou pas, qui pourrait essayer d'utiliser des failles de sécurité pour espionner un petit peu vos recherches. Voilà, et ça c'est un gros risque. Ensuite, utiliser ses propres DNS. La plupart des VPN, comme je vous ai dit, utilisent aussi leur propre serveur DNS. Par exemple, vous prenez NordVPN, ils ont leur DNS un peu NordVPN DNS. Mais il y a d'autres éditeurs de VPN qui vont utiliser des DNS plus connus, comme Cloudflare, qui est un DNS chiffré, stable, qui protège plus ou moins de certaines attaques sur Internet, des attaques cyber. Et donc, il y a aussi des DNS qui sont gratuits, je le précise, la plupart de ces DNS sont gratuits. Et ne demande pas d'acheter un VPN pour le configurer, ça il faut aussi le prendre en compte. Mais faites attention lors de l'achat d'un VPN, lors de l'utilisation d'un VPN, d'avoir une protection DNS et notamment un DNS avec du chiffrement. On va y venir aussi. Le chiffrement, en l'occurrence, on a deux méthodes qui sont plus ou moins utilisées. On va avoir le DNS over HTTPS, le DNS over TLS. Ce sont deux méthodes qui s'appellent le DOH ou le DOT. Parce que je sais pas si ça se prononce autrement, je le prononce comme ça. Qui sont des points importants à regarder. En l'occurrence, Cloudflare utilise vraiment du chiffrement. Donc, même si vous n'avez pas de VPN, vous pouvez configurer un DNS Cloudflare. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo un petit peu plus tutoriel dans le futur. Mais en fait, c'est très très simple. On sélectionne sur son téléphone, sur son PC, les paramètres réseau. On a souvent un onglet DNS et modifier manuellement les DNS. Vous ajoutez une forme d'IP, ça ressemble à une IP. Alors, en l'occurrence, Google, je crois qu'on est sur le 88888, si je dis pas de bêtises, si je confonds pas avec Cloudflare. Mais vous en avez plein d'autres, et donc vous mettez une IP, et donc vos DNS de FAI ne seront plus utilisés, ça sera les DNS de l'entreprise. Alors, il faut faire confiance, forcément, à l'éditeur de DNS, parce que vous lui faites passer votre trafic de résolution DNS. Voilà. On pourra y revenir plus en détail. L'idée, c'est aussi de vulgariser cette vidéo, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions un petit peu plus poussées. Il faut aussi qu'ils supportent l'IPv6, les protections DNS aussi doivent supporter l'IPv6. Ça c'est un petit point en plus, malgré encore une fois qu'on utilise beaucoup moins l'IPv6 aujourd'hui en 2025. Il nous faut une fonctionnalité très importante, c'est le kill switch. Le kill switch, c'est très simple. Si votre VPN a un problème, il doit stopper automatiquement votre trafic réseau, bloquer Internet. Pourquoi? Si vous utilisez un VPN, c'est pour faire passer la totalité de votre trafic VPN dans ce tunnel VPN. Donc à partir du moment où le VPN il fonctionne plus, il y a un problème, une déconnexion, votre trafic il va directement passer par le FAI. Et ça on veut pas, on veut s'en protéger. Donc pour éviter une fuite DNS, une fuite d'IP, il y aura aussi une fuite si le VPN a un problème et que le DNS du VPN se déconnecte,
forcément le DNS du FAI va reprendre le relais. Donc il y a aussi une fuite DNS à ce niveau-là. Encore une fois, c'est la même chose, fuite IP V4, IP V6. Donc pour se protéger, il faut activer le kill switch automatiquement. Problème VPN, on n'arrive plus à faire passer les données par le tunnel. On bloque tout pour éviter de rebasculer sur le FAI. C'est une façon d'éviter la compromission de votre adresse IP publique qui est la plupart du temps, encore une fois, chez vos FAI, ne change pas, elle n'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'avec un VPN, vous pouvez avoir des centaines de milliers de serveurs en fonction des offres proposées. Ce qui veut dire que vous pouvez changer d'IP toutes les 20 secondes si vous le souhaitez. Avec votre FAI, dans certains cas, il faut redémarrer la box pour avoir une IP dynamique, c'est souvent le cas en réalité, mais vous allez souvent rencontrer des limites, une limitation. Vous ne pourrez pas changer d'IP aussi rapidement qu'avec un VPN, voire pas du tout dans certains cas chez certains opérateurs. Alors on va continuer avec 2 points importants. Je vous rassure, je ne vais pas vous embêter, vous envoyer plein d'informations, trop d'informations. Ça peut faire beaucoup à l'écran vu comme ça, on va simplifier. Vous avez les points donc avant, on va dire l'anonymat d'avant, l'anonymat de maintenant. C'est-à-dire avant le VPN, après le VPN. En bleu, après le VPN, votre état d'anonymat après le VPN, et en blanc, votre état d'anonymat en utilisant les services de votre FAI. Alors ce qu'on a dit, c'est que le FAI, il connaît les serveurs que vous allez pinguer. Il va connaître les services que vous utilisez, les sites que vous consultez. Il ne pourra pas en voir le contenu, des sites qui seront chiffrés ou des applications chiffrées, mais il pourra connaître les IP des serveurs, les noms des serveurs. Donc les applications de jeux, les sites de streaming, etc. C'est comme ça qu'il va pouvoir bloquer des sites illégaux, c'est comme ça qu'il va pouvoir limiter l'accès à certains sites qui ont été bloqués, en l'occurrence par le FAI, par un pays. Dans des pays qui pourraient être un petit peu offensifs sur ce point-là, vous serez malheureusement contraint d'être bloqué, d'être surveillé beaucoup plus. Ça c'est sûr, tout le monde le sait. Donc ensuite les outils et les sites peuvent connaître votre adresse IP publique, c'est ce que je vous ai dit, cette adresse qui ne change pratiquement pas ou très très peu et qui du coup vous expose, elle vous expose à un risque d'identité. Avec une adresse IP publique, on peut vous retrouver plus ou moins facilement, on peut au moins retrouver plus ou moins facilement votre localisation. Ça peut arriver de vous retrouver avec une IP juste retrouver le pays, retrouver la région, retrouver la ville et dans certains cas, on peut retrouver encore plus en détail, plus d'informations sur vous. Et puis vous avez le risque d'attaque, en l'occurrence par déni de service, donc appelé DDoS, qui sont des attaques où on va envoyer plein de paquets sur une adresse IP. Aujourd'hui, les FAI le gèrent beaucoup mieux qu'avant, arrivent à faire du balancing un petit peu, à arriver à vous protéger, mais encore une fois, beaucoup moins qu'un service VPN qui aura beaucoup plus de protection à ce niveau-là. Et dans tous les cas, votre IP du VPN est attaqué, le VPN est à 9099 de ping, ce qui est déjà arrivé, c'est du vécu. Si votre ping de VPN du serveur il est élevé, et vous changez de serveur. Ce qui n'est pas aussi facile à faire, voire pas du tout, parce que vous ne sélectionnez pas, vous n'avez pas le choix avec votre IP de FAI. Et puis pour finir, vous avez le risque de blacklist IP. Un service vous banne, il va bannir votre IP qui ne change pratiquement pas et donc vous serez bloqué. Voilà, ça c'est très très important. Et puis vous avez une risque de fuite DNS parce qu'on part du principe que si vous n'avez pas de VPN, vous n'avez pas modifié vos DNS et donc vous avez les DNS de votre FAI. Ce qu'on a dit tout à l'heure, DNS de FAI, manque de sécurité, manque d'anonymat et risque cyber. Voilà, qu'on pourra détailler dans une autre vidéo. Et puis pour terminer et simplifier, avec un VPN, forcément c'est mieux. Vous chiffrez le réseau, donc tous les paquets qui rentrent par le VPN sont chiffrés. En entrée, en sortie. Votre FAI ne peut pas connaître les sites que vous allez consulter, à part le site du VPN. Il va simplement savoir que vous connectez à l'IP du VPN. Il va savoir que c'est un VPN, potentiellement, mais il ne pourra pas savoir qui et quoi vous avez fait, qui vous avez contacté, ce que vous avez fait à l'intérieur de ce serveur, parce que c'est chiffré. Et la plupart du temps, c'est en AES 256 bits. C'est la norme aujourd'hui. Donc votre FAI, en fait, il n'a pas plus d'infos que ça. Votre IP publique, forcément, elle est cachée. L'IP du FAI, elle est cachée pour les sites et les outils que vous allez contacter. Elle ne sera simplement, forcément, pas cachée pour le VPN. Vous vous connectez au serveur avec votre adresse FAI, forcément le VPN, il connaît votre adresse à la source. Donc lui, il peut vous retracer. Donc il faut faire confiance à votre éditeur de VPN. Et encore une fois, l'entièreté de votre trafic VPN va passer chez le VPN.
Donc il faut encore une fois avoir conscience au fait qu'il ne stocke pas les données, au fait qu'il ne communique pas avec les autorités, au fait qu'il fait vraiment attention à sa sécurité, parce que s'il néglige sa sécurité et qu'un pirate rentre sur leur système, ils auront accès à absolument toutes les informations sur vous. Alors on peut partir du principe que la plupart des infos sont chiffrées, peuvent pas être déchiffrées peut-être par l'éditeur, ce qui encore reste à prouver. Mais dans tous les cas, c'est un risque. Il faut faire confiance. En prenant un VPN, vous donnez la confiance que vous avez accordée à votre FAI pour la donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important et on vous le dit très très peu sur YouTube dans les vidéos à ce sujet. Forcément, avec un VPN, les attaques DDoS, elles sont pratiquement impossibles. Ça n'existe pas l'impossible, mais elles sont plus difficiles. Pourquoi ? Parce que déjà, vous pouvez changer à l'infini d'IP, donc à l'infini de serveurs. Un serveur DDoS qui se fait DDoS, concrètement vous changez et c'est fini. Et puis parce qu'ils ont plus de protection. Ils mettent beaucoup plus de protection pour protéger les attaques DDoS. Voilà, ça il faut le savoir. Et puis le blacklist IP, pareil, vous changez d'IP donc vous êtes plus impacté. Et il faut souligner pour finir cette vidéo que un VPN ne vous propose pas un anonymat complet, mais propose simplement l'anonymisation de votre adresse IP. Et ça, il faut vraiment qu'aujourd'hui vous en ayez conscience. En réalité, on vous ment un petit peu, on détourne un petit peu le regard avec les entreprises qui proposent des VPN et qui vous parlent d'anonymat. On ne parle pas d'anonymat, on parle d'anonymisation de votre adresse IP. Et c'est deux choses qui sont très différentes, on a pu le voir dans les dernières vidéos. Et puis pareil, qui dit VPN avec une protection de fuite DNS dit fuite DNS réduite. C'est jamais stoppé, c'est jamais sûr à 100%, mais vous serez beaucoup plus protégé avec un DNS qui chiffre vos requêtes. Pour terminer et conclure sur cette vidéo, c'est ce que je vous dis, un VPN n'anonymise que votre adresse IP. Je le souligne encore une fois. Vous ne serez aucunement anonyme car on pourra vous retrouver avec vos métadonnées sur des applications, sur des sites. On l'a vu aussi dans une autre vidéo et on en reparlera dans le futur. Concrètement, vous êtes beaucoup plus facilement retrouvable via vos métadonnées que via votre IP. Ça, vraiment, il faut le prendre en compte. Par contre, il y a un intérêt d'avoir un VPN. Le VPN aujourd'hui, moi, je le recommande pour tout le monde, mais pas pour l'anonymat. Je le recommande pour la protection, pour protéger des attaques DDoS, pour vous protéger au premier niveau. C'est-à-dire que un éditeur de site internet, un éditeur d'application, s'il a votre adresse IP, il peut plus facilement, c'est vrai, remonter à vous. Il peut plus facilement essayer de vous blacklister, essayer de vous retrouver, essayer de remonter directement à votre pays d'origine, de remonter donc par corrélation à votre localisation approximative. Ça, c'est une réalité. Ça vous protégera notamment du trafic réseau, parce qu'en réalité tout ce qui rentre par le VPN c'est chiffré, et c'est chiffré beaucoup plus que le sera le protocole HTTPS en sortie de votre box. Donc en réalité, quand vous avez un VPN, quand vous choisissez d'en acheter un, de l'utiliser, ne le choisissez pas d'en avoir un pour être anonyme, choisissez-le pour protéger votre flux réseau, pour le chiffrer, pour protéger pour vous protéger des attaques cyber, notamment des attaques par déni de service, des attaques DDoS, par brute force sur votre réseau. Alors c'est pas brute force, mais par ce que j'appelle brute force, c'est pas le bon terme parce qu'il peut faire confusion à un autre outil, mais par attaque simultanée sur votre réseau par plein de paquets. Donc encore une fois, votre identité et vos métadonnées doivent être protégées via un autre outil, et on en parlera, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi, les recommandations que je vais vous faire, elles sont très simples. Ne pas oublier que le VPN aujourd'hui, il protège encore une fois, mais il n'anonymise pas. Il protège et il chiffre votre réseau, il chiffre vos communications, il vous rend donc beaucoup plus sécurisé, il vous évite les attaques par DDoS, mais par contre, il ne vous anonymise qu'au premier niveau. Il n'anonymise que votre adresse IP, et ça, il faut le souligner. Il faut activer le kill switch, c'est obligatoire, pour éviter les fuites DNS, les fuites IP. Il faut utiliser une modification des DNS, ne plus utiliser les DNS de votre FAI. Ça, c'est primordial. Il faut configurer, encore une fois, un VPN sur votre routeur ou sur votre box. Pourquoi ? C'est très simple. Si vous avez des appareils connectés, si vous avez des caméras, si vous avez des téléphones, le téléphone de vos amis qui vont aller se connecter sur le réseau Wi-Fi, il faut chiffrer la totalité du trafic réseau. Aujourd'hui, vous avez une caméra de sécurité. Une caméra de sécurité, elle a beau avoir des petits protocoles de chiffrement. Vous rajoutez pour la connexion, pour la communication avec Internet, un VPN. Vous allez d'autant plus protéger votre caméra et vos appareils connectés. Ça va vous éviter des attaques,
Ça, c'est une réalité. Ça va vous éviter forcément de laisser en clair vos flux de données et donc sur le long terme, vous serez vraiment gagnant. C'est très très important et c'est limite plus important de le faire sur le routeur que de le faire sur les appareils au cas par cas. En réalité, c'est vraiment très important. Ça protégera et ça augmentera la sécurité sur votre logement côté IT, on va dire, côté le logement informatique. Voilà. Le no-log est un argument de vente. Il est souvent faux. Comme je l'ai dit, on ne peut pas le confirmer, on ne peut pas en être sûr. Et la réalité, c'est qu'on est obligé, en tant qu'éditeur de VPN, de garder un minimum de logs, de garder et d'obtenir même temporairement un minimum d'informations. Donc en réalité, c'est plus pour vendre que autre chose, encore une fois. Moi, je termine sur le point le plus important, je pense, de cette vidéo. Quitte à ce que mes données soient stockées, concrètement, je préfère qu'elles le soient en France plutôt que aux USA ou dans d'autres pays. Bah, c'est une réalité, je vous pose la question. Si vous regardez cette vidéo, c'est que principalement vous êtes en France ou vous êtes français. Aujourd'hui, mon trafic, avec les VPN, je sais que je ne serai pas anonyme pour mon pays. Ça, je le sais. Je ne serai pas anonyme pour de la surveillance. En tout cas, je le serai un peu plus que quelqu'un qui n'a pas de VPN, c'est sûr, mais je le serai pas totalement, notamment grâce à mes métadonnées. Par contre, ce que je vais faire pour mon pays et même pour le reste du monde, c'est que le reste du monde, et notamment mon pays et mon FAI, directement, n'aura pas accès aux sites que je consulte, aux applications que j'utilise. Mon trafic réseau sera sécurisé des pirates qui voudraient en sortie de ma box, que ce soit via le Wi-Fi ou même, comme je vous ai dit, via les réseaux de fibre, ne pourra pas voir en clair ce que je fais. Et ça, c'est très important. Obtenez un VPN pour votre sécurité avant tout et pas pour votre anonymat. C'est de l'anonymat de niveau 1. Vous anonymisez que votre adresse IP. C'est déjà très bien. Je suis totalement d'accord. Il le faut. Je suis content, moi, quand je me connecte à un serveur de jeu, que le responsable du serveur de jeu n'ait pas accès à mon adresse IP. Je suis content que sur un forum, plus ou moins géré par des gens honnêtes, je ne puisse pas fournir mon adresse IP si jamais on l'utilise, si on veut leak mon IP, si jamais on veut essayer d'envoyer des gens sur mon IP pour la DDoS, c'est une protection. Mais n'oubliez pas, je le redis, c'est à vous de faire le choix. Et concrètement, j'ai pas vraiment de recommandations, vous avez les clés avec cette vidéo pour faire votre propre choix. Mais au moins, vous êtes informés.